Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Kering? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Kering, on en a parlé au mois de mars 2022. OK? Donc, au mois de mars 2022, voilà, dépendamment du prix, je pense qu'on était aux alentours des 500. Alors, quand je regarde 551 € par là, et la conclusion était simple, nous avions une opportunité d'investissement avec une préférence à peu près pour une valorisation aux alentours des 500 à 879 € l'action, d'accord? Ça prenait en considération une croissance de 5%. D'accord? Des free cash flow de 20%, des revenus de 17 milliards 700 ici. Donc, on avait à peu près ça. Et une dette nette aux alentours de 4 milliards 186. Attention, la dette nette à 4 milliards 186. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on prenne en considération au niveau de cette dette nette-là. Parce que je pense même que c'est la partie qui a changé actuellement. Parce qu'on va juste faire une mise à jour ici. Donc, on va essayer de voir si avec les résultats semestriels qu'on a eu ici, on est sur la bonne tendance. D'accord? Donc, ils ont publié leurs résultats semestriels. La conclusion est simple, ces résultats sont très très bons. C'est de très bons résultats. Nous avons de très bons résultats ici. Par exemple, il dit résultat opérationnel courant 2 820 millions en progression de 26%, marge opérationnelle courante 28% en hausse de 60 points de base. Et ici, résultat net du groupe 1 milliard 800, résultat net 1 milliard 988 millions, d'accord, en croissance de 34%. Donc, le chiffre d'affaires du groupe pour le premier semestre est de 9 milliards 930 millions d'euros, soit 23% par rapport à la période précédente. Mais attention, en prenant en considération le taux de change, etc., on est à 16% en supplément. OK? Donc, ces résultats sont bons. Quand vous regardez ici, en termes de chiffre d'affaires Gucci, comme d'habitude, Gucci, une croissance ici à peu près aux alentours des, voilà, on va se dire 8% parce que ça prend en compte le taux de change, donc 8% ici. 34% au niveau de Yves Saint Laurent. Bottega Veneta, 13%. Veneta plutôt. Les autres maisons, 29%. Attention, quand on dit autres maisons, 29%, il faut aller regarder à l'intérieur les autres maisons, 29%. Pourquoi? Parce que parfois, dans les autres maisons, il y a peut-être des segments qui sont plus en croissance que d'autres maisons comme Balenciaga, qui ont une croissance plus élevée que d'autres maisons, d'accord? Donc, il faut faire attention, il faut aller regarder à l'intérieur qu'est-ce qui se retrouve et qu'est-ce qui est croissant, qu'est-ce qui est en décroissance à l'intérieur, d'accord? Et combien est-ce que ça pèse? Mais bon, quand on voit dans l'ensemble ici, c'est à peu près bien. Donc, ici, Kering Eyewear and Corporate. Je ne sais pas pourquoi on a mis Corporate en même temps que le Eyewear ici. Je pense qu'on aurait pu juste mettre Eyewear et en même temps mettre Corporate ici. Parce que Corporate, en fait, c'est pas comme si c'est une entité qui rapporte de l'argent à la fin de la journée. Donc, ici, c'est peut-être la seule observation que je pourrais faire. Mais sinon, dans l'ensemble, ici, en revenu opérationnel également, c'est important. Le chiffre d'affaires, c'est bien, mais ce qui compte ici, c'est le bénéfice opérationnel. Si on a une croissance du chiffre d'affaires, on aimerait à peu près voir la même chose au niveau de la croissance des bénéfices opérationnels, les revenus opérationnels, donc les résultats opérationnels. Gucci, et tout est croissant ici, tout est correct. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici. C'est un checkmark. Donc, après ça, bon, on peut aller regarder rapidement ici dans les autres maisons. On dit ceci, deuxième semestre ici, les ventes autres maisons progressent de 28% et données publiées de 24% en comparable, l'augmentation du chiffre d'affaires dans le réseau de boutiques en propre est toujours aussi soutenue 33% en comparable, porté par l'ensemble des zones géographiques. Balenciaga comme Alexander McQueen poursuivent leur trajectoire de très forte croissance. Brioni confirme la vigueur de son rebond, alors que Qeelin, je ne sais pas comment on le dit, est impacté au deuxième trimestre par la situation en Chine. Boucheron et Pomellato, c'est bien comme ça. Pomellato réalise de très bonnes performances. OK? Ça veut dire quoi réaliser de très bonnes performances? Il faut aller regarder ça ici. C'est bien si on donne les détails ici. Donc, j'aurais aimé qu'on donne plus de détails par rapport à ce segment-ci. Mais dans l'ensemble, c'est bien. Hein? C'est vraiment pas une critique ici. Donc, dans l'ensemble, ici, c'est bien. Donc, quand on regarde ici, les perspectives vous disent également que, voilà, les tendances plus favorables se sont dessinées au cours du second semestre 2020 et se sont confirmées en 2021 ainsi que début 2022. Bien que restant dépendant de l'évolution de la situation sanitaire et des mesures de restriction associées en fonction des pays, le marché du luxe a connu un rebond significatif porté par l'appétence des consommateurs pour ces produits et la reprise progressive des flux touristiques, notamment en Europe. Donc, vous savez ici que les flux touristiques ont un impact positif sur les ventes de ces compagnies. Donc, vous pouvez lire cette partie-ci. Il y a de bonnes informations dessus. Donc, comparé également à ce que LVMH dit. Donc, à part ça, qu'est-ce qu'on peut prendre ici en considération? Voilà. J'aimerais mentionner ceci. Vous allez regarder une chose. Arrêtez-vous 2 secondes. Quand vous allez regarder les free cash flow ici, il y a un élément que j'ai toujours dit. Regardez les bilans. On va commencer par le bilan. Les actifs. Cette partie. Droit d'utilisation sur contrat de location. 4 milliards 696 millions.
second semestre. Regardez le passif. Ici, passif non courant sur contrat de location, 4 milliards 231. Et ici, au niveau du passif courant, vous avez à ce niveau, passif courant sur contrat de location. Donc, quand vous additionnez ces deux-ci, ça vous donne à peu près 4 milliards 900. 4 milliards 900 ici, moins le 4 milliards 696 ici, ça veut dire que, bon, vous voyez qu'il y a une certaine différence, mais les deux doivent s'annuler en fait. Donc, en fait, ces deux entités-ci, c'est pour les loyers. D'accord? Je vous ai dit que les compagnies européennes prennent en considération les loyers et ils considèrent, enfin pas considérer, mais la plupart des agrégateurs, par exemple, comme Coifin, considèrent que les loyers ici représentent de la dette. Or, ce n'est pas de la dette pour moi. D'accord? Donc, il faut souvent, et quand vous allez regarder les free cash flow auront tendance à donner une mauvaise information de la rentabilité réelle de l'entreprise. Les free cash flow seront surévalués automatiquement. D'accord? Donc, quand vous allez regarder ici, donc, vous allez regarder ça, flux net de trésorerie des activités opérationnelles, 2 milliards 410 millions. D'accord? Bon, il y a le besoin de fonds de roulement ici, donc pour impacter négativement. Mais dans tous les cas de figure, quand vous avez ce montant-ci, moins acquisition et mobilisation incorporelle, ça donne le restant, dont le free cash flow, donc à peu près 2 milliards 100 millions. Mais attention, ça ne prend pas en considération les loyers. Donc, les loyers ici sont payés à ce niveau-ci, au niveau de la partie du financement. Or, techniquement, ça devrait être appliqué plus haut, en moins. Donc, on va vous dire ici qu'on a des free cash flow de 2 milliards 100 millions, alors qu'on a des free cash flow réellement inférieurs à 2 milliards 100 millions. D'accord? Donc, les besoins en fonds de roulement, c'est temporaire. Parfois, il y a une augmentation, parfois, il y a une diminution. Regardez ici, là, il y avait à peu près, c'est positif. Donc, on n'a pas, ici, à ce niveau, c'était positif. À ce niveau, c'était négatif. Donc, la variation de besoins en fonds de roulement, ça peut être du fait peut-être qu'on a pris, on a peut-être augmenté l'inventaire, des choses comme ça. D'accord? Donc, c'est important. Il faut prendre ça en considération. Ça peut également dire que parfois, ça dépend de la période. Quelle est la période la plus élevée dans cette compagnie-ci? Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça également. Donc, ici, on se rend compte que les free cash flows sont élevés. Et ils sont élevés pas parce que c'est le day-to-day de l'entreprise, mais c'est parce qu'il y a un élément qu'on ne prend pas en considération ici dans le calcul. Donc, il faut l'enlever. C'est pour ça que moi, je vais prendre ici les net income normalisés pour évaluer cette compagnie-ci. Ce n'est pas que ça va changer grand-chose en réalité, ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas changer grand-chose, mais il faut toujours le prendre en considération ici. Donc, quand on va regarder notre analyse ici, donc on va prendre ici normalize net income en termes de marge. Donc, normalize net income, donc les free cash flow étaient de 20% précédemment sur notre précédente vidéo ici. On va voir à peu près en normalisant les résultats ici, on a quel niveau de marge. Alors, on a moins de 20%. D'accord? On normalise les free cash, les net income normalisés ici sont de moins de 20% ici, à peu près 16% par là. OK? Donc 16%. D'accord? Donc, en termes de free cash flow, je vais juste changer la donne ici. On va mettre 16% et pas le 20%. Vous allez voir que, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. On sera à peu près dans la même tendance. D'accord? On pourrait même prendre ce qu'on a présentement ici, 16%. Donc, on a atteint les 17%. On va mettre ici 17%. On va être gentil. OK? On va mettre 17% ici. 1,7. OK? Croissance des revenus ici. Donc, quand on regarde ici l'historique de croissance des revenus, donc on regarde, on va mettre revenus ici. OK? Alors, total des revenus, boum, validé. Donc, au niveau de la croissance des revenus ici, on prend la médiane. On constate qu'on a combien en termes de croissance. Sur les 5 dernières années, oh, excusez-moi, je vais juste mettre ça ici en termes de changement. OK, parfait. Donc, sur les 5 dernières années, on a à peu près aux alentours de 15% de croissance. 10 dernières années, on a à peu près 8% de croissance. 20 dernières années, à peu près 0, stable. D'accord? Et à peu près depuis 1992, ici, on a à peu près 3% de croissance. Donc, sur les 3 dernières années ici, on a à peu près une croissance aux alentours de 15%. Mais il faut faire attention ici. Parce que si vous regardez bien les revenus de cette entreprise-ci, vous allez voir qu'à une période, on a un certain creux ici. Donc, on va le mettre là, ici. Peut-être qu'il y a eu comment on appelle ça, l'entreprise a dû se départir de certains segments d'activité ou bien il y a eu une décroissance dans son activité. Mais on avait 27 milliards à peu près en 2001 pour un plus bas ici en 2012 de près de 7 milliards. Il faut savoir pourquoi, c'est important. Mais depuis 2012, on a une certaine croissance ici. Donc,
en termes de croissance, je vais juste mettre ici, on avait pris une croissance ici, nous, dans l'ancienne vidéo, on avait pris à peu près 5%. On a essayé de se protéger, on a coupé la poire en deux. Dans tous les cas de figure, on pourrait garder à peu près le même niveau de croissance ici de toutes les façons, d'accord? Donc la croissance ici est plus élevée, donc on n'est pas là, on ne va pas surpayer. En termes de revenus, en date d'aujourd'hui, on est à peu près à 19 milliards, d'accord? On va essayer de regarder par rapport aux prévisions des analystes ici. Donc on va voir les analystes, ils attendent quoi en termes de revenus, forward, donc forward estimate, en termes de revenus ici, on va regarder ça. Alors, où est le revenu sales, revenu consensus médian. Alors, revenu consensus médian, on va mettre next 12 months. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? À peu près 21 milliards. D'accord? On va être gentil, on va mettre 21 milliards. D'accord? On s'attend à avoir à peu près 21 milliards ici. 21 milliards. Nombre d'actions. Donc, pour le nombre d'actions ici, on va regarder, nombre d'actions, est-ce que ça diminue? Oui, on a à peu près 100, ça diminue. Donc, on a à peu près 123,65. Donc, je vais mettre 124 pour faire simple. 124 millions d'actions, 1, 2, 4. OK? PER moyen ici. Pour les PER moyens, on va regarder. Donc, on prend ça. Vous voyez que la moyenne des PER est 23 fois les bénéfices. Le marché paie en moyenne une médiane ou une moyenne aux alentours de 23 à 25 fois les bénéfices sur les 10 dernières années également. Donc, c'est une entreprise qui se paye généralement très cher. OK, donc on va prendre 25 fois les bénéfices en étant très optimiste. On va prendre 25 fois les bénéfices, OK, mais en sachant que les taux d'intérêt ont tendance à augmenter et ça agit un peu comme une balance. Donc, si les taux d'intérêt augmentent, les multiples vont diminuer. Donc, faites attention en prenant 25 fois les bénéfices ici, ce n'est pas que c'est optimiste ou quoi que ce soit, mais prenez en considération que, voilà, au mieux, j'aurais préféré qu'on prenne même 20, d'accord? Mais je vais prendre 25 ici. C'est possible que Kering garde son 25 année après année. De toutes les façons, il y a des entreprises qui s'échangent à 40 fois les bénéfices, 30 fois les bénéfices ici. Donc, c'est pas que c'est normal, mais voilà, on peut se dire que Kering, si la compagnie continue à être aussi qualitative, elle pourrait garder ce niveau de PER là. Mais moi, comme je vous l'ai dit, à la fin de la journée, je suis assez... Voilà, je pense que ce 25, c'est un peu trop exagéré pour moi, mais elle le vaut. D'accord? Attention. Donc, la dette nette ici. Alors, au niveau de la dette nette, nous avons une dette nette ici aux alentours de 5 milliards 890 millions. Et je vous ai dit que la dette nette ici ne prend en considération les loyers. Or, les loyers, ce n'est pas de la dette. Quand je vais sur Yahoo Finance, qui me semble être plus adapté par rapport à la situation, Yahoo Finance ne mentionne pas de dette nette. Donc, l'entreprise n'a pas de dette ici. OK? Et quand on regarde les rapports financiers en eux-mêmes, d'accord, au niveau des actifs et du passif, vous voyez ici qu'en termes de cash, la trésorerie est de près de 5 milliards 790. 5 milliards 790 ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a à peu près la dette nette ici. La dette à long terme est de combien? À peu près 4 milliards. La dette à court terme est de combien? La dette à court terme, donc c'est dette d'impôt courant. Donc ça, c'est la dette d'impôt, provision, dette fournisseur attachée. Alors, passif financier courant. Donc, on peut se dire qu'emprunt et dette financière à court terme, donc 2 milliards 700. Donc, 2 milliards 700 plus à peu près ici 4 milliards. Non, c'est pas ça. Plus 4 milliards ici. Ça fait à peu près 6 milliards 700. 6 milliards 700 moins à peu près 5 milliards 700. Donc, on est à peu près à 1 milliard par là. Il reste 1 milliard. Donc, on a 1 milliard de dettes ici à tout casser. OK? Or, ici, on nous mentionne près de 7 milliards. Donc, près de 5 milliards. Donc, on nous mentionne près de 5 milliards 890 ici. Donc, on a 1 milliard de dettes. D'accord? Donc, je pense qu'on a tous les éléments nécessaires ici pour faire l'évaluation de cette compagnie ici. Donc, la dette nette ici, 1 billion. On va regarder le dividende ici tantôt tout à l'heure. Donc, on fait simple. 21 milliards. D'accord? Donc, 21 milliards, on prend 16% de ce montant-là, fois 0,16. OK? Ça donne ici aux alentours de 3 milliards 360 millions. D'accord? 3 milliards 360 millions multiplié par 25 fois les bénéfices. D'accord? Ça fait 84 milliards moins la dette, 1 milliard, divisé par le nombre d'actions. Donc, on le divise ici par, divise ici par 0,124. D'accord? Ça nous donne ici aux alentours de 670 € l'action. Ça ne prend pas en considération la croissance. Attention. Donc, à 25 fois les bénéfices, sans prendre en considération la croissance, on est à 670 € l'action. D'accord? Donc, sans croissance, donc on va mettre ici 25x, 25x égale 670. On va mettre ça comme ça, 670. OK?
Donc, maintenant, si on prend en considération la croissance, 5% de croissance sur les 5 prochaines années, voilà. Voilà, déjà, on a déjà pris la croissance ici par rapport à la fin par rapport à l'année précédente, l'année suivante, on sera à 21 milliards par là. OK, donc il nous reste à peu près 4 ans. OK, donc on va se dire une chose. Je pourrais prendre en considération la croissance. OK, si je prends ceci, et admettons qu'on fait 1.21, 1.05, 1.05 exposant 4, ça revient ici à multiplier par 1.21, d'accord? Donc, ici, on avait à peu près combien en termes de revenus? On a à peu près de free cash flow, 3 milliards 336. Donc, 21% de 3 milliards 336 ici, ça donne combien? Donc, moins 1. Ça fait ici 3, 3, 36. Non, on va faire comme ça. 3 milliards 336. Donc, on est ici. Excusez-moi. 3 milliards 360. Ah, j'ai des problèmes, hein? 3 milliards 360 multiplié par 1.21, 1.21, d'accord, moins 3 milliards 360 encore, ça donne ici aux alentours de 705 millions. D'accord, vous allez voir pourquoi je fais ça. 705 millions, c'est ce qu'on pourrait en supplément. Donc, si on a une croissance de 5% sur les 4 prochaines années ici, d'accord, on sera à peu près à 750 millions en plus de 3 milliards 360 millions qu'on a ici aujourd'hui. Mais ce 705 millions, c'est pour demain. On ne l'a pas encore aujourd'hui. Alors, il faut le ramener à la valorisation d'aujourd'hui. Donc, si j'utilise ici, disons, un taux d'actualisation de 4%, et ça, c'est même très gentil à la fin de la journée, ceux qui savent vont me comprendre. Donc, comme j'ai pris un PRE de 25 ici, je vais prendre 100 divisé par 25, ça fait 4%. Donc, je fais 1.04 exposant 5, d'accord? Non, exposant, c'est 4 ans, donc exposant 4, exposant 4, ça donne ici à peu près 1.17. On va le faire comme ça. Donc, je prends le 7,05 divisé par 1.17 pour le ramener au dollar d'aujourd'hui ou bien à l'euro d'aujourd'hui. D'accord? Ça fait 602. Donc, je prends le 602 plus 3,360, 3 milliards 360. D'accord? Multiplié par, on va les arrondir à 4 milliards. Multiplié par 25 fois les bénéfices. D'accord? Ça fait 100 millions. Donc, vu qu'il y a 100 milliards, vu que la dette nette est de 1 milliard ici, on va se dire OK, on peut gérer la dette nette ici, admettons même qu'elle va disparaître totalement, ou bien on peut toujours l'enlever, hein, pour ceux qui aiment la précision ici. Divisé par 124 millions, on arrive à une valorisation aux alentours de 800 euros l'action. D'accord? Dernièrement, à la dernière évaluation, on était à 879 euros l'action. Alors, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Le changement ici vient du fait que on a pris des marges de free cash flow de 20%, de 16%, au lieu de 20%. D'accord? Et en même temps, on a actualisé. Donc, c'est-à-dire que ici, on avait pris la différence entre les deux, c'était à peu près 1 milliard, comme si c'était 1 milliard tout juste. Donc, comme c'est 1 milliard tout plein, sans actualiser ce montant d'1 milliard en date d'aujourd'hui. Donc, on aurait réduit, ça serait peut-être donné un truc comme 700 millions ou bien un truc comme 800 millions par là, dans tous les cas de figure. Donc, de toutes les façons, ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait ici est totalement faux. De toutes les façons, on essaye de se rapprocher à peu près de la valeur, mais j'essaie d'ajuster en conséquence. Vous constatez également ici que j'avais même enlevé la dette à la fin de la journée, donc c'était même assez conservateur. Dans tous les cas de figure, je pense que ici, on reste à peu près dans la même tendance. Si on arrive à 4 milliards 500, c'est parce qu'on avait fait l'erreur ici. Enfin, je pense que j'ai fait l'erreur en prenant en considération les free cash flow sans vérifier que ces free cash flow ne soient pas impactés positivement par une entité comme les loyers, par exemple. Je fais maintenant attention avec les compagnies européennes. C'est pour ça que je préfère réduire ces free cash flow là. Donc, le 17%, c'est 17%. Oui, le 17% ici me semble assez correct ici. Donc, je pense qu'en date d'aujourd'hui, on pourrait se dire 800 euros l'action. Ça pourrait être une bonne valorisation pour cette compagnie ici. D'accord? Donc, je pense que le prix actuel qui est aux alentours de 543 euros, nous avons une opportunité d'investissement ici. OK? Donc, vous savez que si l'entreprise vaut 800 euros et qu'elle coûte aujourd'hui à 543 euros, on va essayer de déterminer quelle est notre marge de sécurité ici. Donc, si on prend ici, voilà, 543, divisé ici par 800 euros ici, on est aux alentours de, voilà, la marge de sécurité ici est aux alentours de 32%. Bon, je vous ai dit de préférence, moi je préfère 50%, donc j'aurais préféré l'acheter aux alentours de 400 $, d'accord, 400 euros l'action, mais il faut aussi constater que la croissance ici est, voilà, elle est assez élevée, donc on a juste pris 5%, ça pourrait être que 10, 20, 30, ok? À la fin de la journée, enfin, je le dis comme ça, ça pourrait que la croissance est plus élevée que 5% ici. Donc, je pense qu'on est assez protégé à ce niveau-ci. Donc, si la compagnie continue à bien exécuter la stratégie à long terme,
tout va bien se passer. Donc, on pourrait se dire qu'il y a de fortes chances que le revenu continue à être croissant ou bien les marges continuent à être croissantes dans le futur ou également les bénéfices nets par action ou les free cash flow par action. Maintenant, en termes de dividendes, en date d'aujourd'hui, nous avons une entreprise qui a la capacité de verser à peu près 3 milliards 360 millions. Donc, si elle vous reverse la totalité des 3 milliards 360 millions ici en date d'aujourd'hui par rapport à la capitalisation boursière actuelle, vous aurez un rendement de combien? Vous aurez un rendement de 5%. OK? Si elle vous reverse la totalité des 3 milliards, ici, vous aurez un rendement de 5%. Et il y a même quelque chose qu'il faut que je vérifie. Oui, ça te fait un rendement de 5% ici. Donc, si on prend en considération la croissance future, etc., on avait dit qu'on pourrait avoir aux alentours de 4 milliards en termes de free cash flow ici. Donc, divisé ici par la capitalisation boursière actuelle, ça nous donne à peu près un rendement de à peu près 6% par là. Donc, on peut se dire que 6%, et dites-vous que ici, quand on achète à 25 fois les bénéfices, c'est à peu près un yield de 4%. Donc, en prenant, quand vous faites 6% divisé par 4 ici, vous allez voir 1.5 multiplié par 543, 544 ici, on atteint aux alentours des 800 euros l'action. Voilà. Donc, on va se dire ici qu'à 800 euros, je pense qu'on pourrait être correct à ce niveau-ci. Donc, nous avons une belle entreprise ici. Si elle continue à bien exécuter la stratégie ici, tout va bien se passer dans le futur. N'hésitez pas à lire les rapports financiers ici afin de vous faire votre propre avis. Ici, moi, j'ai bien aimé les chiffres que j'ai vus, mais voilà, moi, j'ai survolé les états financiers, je ne les ai pas lus en profondeur, d'accord? Prenez la peine de les lire quand même pour savoir où est-ce qu'on en est, où sont les risques, etc. Donc, et on va attendre les rapports financiers du troisième trimestre pour voir si on doit faire une mise à jour. Donc ici, on va se dire qu'on est correct. Le dividende ici, il est safe, d'accord? On a la possibilité de payer, on a la possibilité de continuer à augmenter ce dividende-là parce qu'on a un yield au moins de 5% minimum, ok? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.